Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Comme à notre habitude, nous allons faire le tour d'horizon de l'information tel que vous l'avez vécu sur notre chaîne de télévision, la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Et comme à notre habitude, vous le savez très bien, il y aura des sujets, il y aura des reportages, il y aura également des sujets traités par nos confrères de la presse écrite dans la seconde partie de votre magazine d'information. Et surtout dans la première partie, vous aurez le visuel, c'est-à-dire les reportages. Tout de suite et maintenant, la première partie, elle est réservée au reportage. Les rebelles afghans talibans ont à nouveau attaqué Kaboul mardi matin, tuant au moins 8 personnes, dont un Roumain et 4 Népalais, dans un bref assaut suicide contre une société de transport étrangère travaillant avec l'OTAN. L'explosion suivie d'affrontements avec les forces de sécurité locales confirme l'intensification des attaques rebelles observées ces dernières semaines, en dépit des exploits nés de l'ouverture au Qatar d'un bureau taliban destiné à favoriser de futures négociations de paix. L'attaque intervient alors que la pression s'accroît sur le fragile gouvernement afghan pour négocier avec les talibans à 1 an et demi du départ prévu de la grande majorité des troupes de la force de l'OTAN qui le soutiennent depuis plus de 10 ans. Un nuage de fumée s'élevait mardi matin au-dessus du quartier attaqué dans la capitale afghane, déjà frappé récemment par des attaques talibanes contre la Cour suprême, l'aéroport et la présidence. L'attaque a visé le complexe du groupe suprême basé à Dubaï et qui ravitaille notamment nombre de bases de l'ISAF en eau, nourriture, essence et autres denrées et gère également des hangars et logements destinés aux militaires. Selon les premières informations, un camion rebelle a d'abord explosé devant une entrée du complexe industriel, creusant un énorme cratère. Un face-à-face et des échanges de tirs ont ensuite opposé les gardes et 2 à 3 kamikazes pendant une quarantaine de minutes jusqu'à la mort de ces derniers, a expliqué le chef de police. L'assaut a été revendiqué par les rebelles talibans qui ont confirmé dans un communiqué avoir attaqué une importante base logistique et de ravitaillement étrangère avec un camion rempli d'explosifs qui a fait céder les barrières et permis à des moudjahidines équipés d'armes lourdes et légères d'entrer. Les talibans qui luttent depuis leur chute en 2001 contre le gouvernement de Kaboul et l'ISAF, menés par les États-Unis, envoient régulièrement des commandos suicides dans la capitale afghane. La présidence égyptienne renversée par l'armée rejetait mardi matin l'ultimatum de celle-ci, donnant 48 heures à Mohamed Morsi pour satisfaire les demandes du peuple, faute de quoi elle imposerait une feuille de route marquant une escalade dans la crise politique où se trouve plongé le pays le plus peuplé du monde arabe. L'ultimatum lancé par les militaires qui avaient pris les rênes de l'exécutif pour un intérim controversé entre la chute du président Hosni Moubarak en février 2011 et l'élection de Mohamed Morsi en juin 2012, a suivi des manifestations de masse réclamant le départ du président islamiste. Affirmant que l'Égypte ne permettra aucunement un retour en arrière quelles que soient les circonstances, Mohamed Morsi s'était porté garant de la réconciliation nationale et de la paix sociale, alors que l'armée avait déclaré la semaine précédente qu'elle ne laisserait pas le pays plonger dans un tunnel sombre de conflits et de troubles. Dans un message lu à la télévision, le commandement militaire avait indiqué que si les revendications du peuple n'étaient pas satisfaites durant cette période, les forces armées annonceraient une feuille de route et des mesures pour superviser sa mise en œuvre. Les opposants toujours mobilisés place Tahrir au Caire avaient explosé de joie après cette déclaration qui poussait selon eux le président islamiste vers la sortie comme il le réclamait. Morsi n'est plus notre président, Sisi avec nous, scandalisaient les manifestants en référence au général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée et ministre de la Défense, dont le portrait était apparu à l'écran durant la lecture de la déclaration militaire. Après l'annonce de l'armée, des dizaines de milliers de manifestants visiblement enthousiastes avaient défilé dans les rues du Caire, d'Alexandrie et d'autres grandes villes du pays. L'armée s'est rangée aux côtés du peuple, avait estimé le mouvement Tamarod de la rébellion arabe à l'origine des manifestations monstres dimanche. 4 membres du gouvernement de Morsi avaient présenté leur démission. Les frères musulmans, la formation d'origine du président égyptien contesté, se sont contentés de déclarer qu'ils étudiaient la déclaration militaire.
Le président américain Barack Obama avait invité toutes les parties à faire preuve de retenue, tandis que l'ONU avait appelé au dialogue, soulignant que l'issue de cette nouvelle crise aurait un impact important sur l'évolution des autres pays de la région. La demande d'asile politique en Russie, déposée par l'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden, pourrait régler définitivement son cas, a estimé lundi le président équatorien Rafael Correa lors d'un entretien. Mais son pays n'envisage pas encore de se retirer du dossier. L'ex-consultant pour l'Agence de sécurité nationale américaine, réfugié dans un aéroport à Moscou et recherché par Washington pour espionnage, a demandé dimanche l'asile en Russie, où le président Vladimir Poutine a assuré lundi qu'il pouvait rester s'il cessait ses activités contre les États-Unis. À cet égard, Rafael Correa a en revanche jugé qu'il serait bon que Snowden dise au monde ce qu'il sait, tout en sachant qu'ils sont très respectueux de la souveraineté russe et ils décideront de leurs conditions tant que Snowden sera sur leur territoire. Par ailleurs, le président équatorien a indiqué avoir exigé du fondateur du site internet Wikileaks, Julian Assange, qu'il ne s'exprime pas au nom de l'Équateur, pays qui lui a accordé l'asile politique. Dimanche dernier, le fondateur de Wikileaks avait estimé dans un entretien qu'un appel passé vendredi par le vice-président américain pour faire pression sur le chef de l'État équatorien et le convaincre de ne pas accorder l'asile à l'informaticien américain était inacceptable. Julian Assange, dont le site a aidé au départ d'Edward Snowden de Hong Kong vers la Russie le 23 juin, est réfugié depuis plus d'un an à l'ambassade d'Équateur à Londres afin d'éviter une convocation par la justice suédoise dans une affaire de mœurs, prélude selon lui à une remise aux États-Unis dont il a dévoilé des centaines de milliers de câbles diplomatiques. À propos des relations parfois houleuses avec les États-Unis, notamment depuis l'asile accordé à Julian Assange, le président socialiste a jugé que cette crise pouvait permettre de renforcer encore plus les relations. L'appel de vendredi de Joe Biden a été très cordial et très amical. Les relations bilatérales n'ont pas été affectées par la demande d'Edward Snowden selon lui. À l'origine d'informations explosives sur le vaste programme américain de surveillance des communications, notamment en Europe, Edward Snowden encourt une peine de 30 ans de réclusion pour espionnage. Une fusée Proton-M transportant 3 satellites pour le système de navigation GLONASS a explosé mardi, juste après son lancement du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, libérant dans l'atmosphère un nuage combustible extrêmement toxique. La fusée Proton a changé de trajectoire 16 secondes après son décollage à 2h38, temps universel, car ses moteurs avaient cessé de fonctionner, révélait un communiqué de Roscosmos, l'agence spatiale russe qui assurait conjointement la retransmission directe du lancement de la fusée Proton avec la chaîne de télévision publique Rossiya 24. La fusée a presque aussitôt explosé, retombant à environ 2,5 km du lieu de lancement, révélait l'agence spatiale russe. Un cratère de 150 à 200 mètres de diamètre s'était formé à l'endroit de la chute de la fusée, selon une source à Baïkonour. Rossiya 24 prévoyait une catastrophe juste avant l'explosion de la fusée. L'accident n'avait encore fait ni victimes ni dégâts, soulignait l'agence spatiale russe Roscosmos, mais avait provoqué une fuite combustible de la fumée, indiquait l'agence spatiale kazakh Kazkosmos. Le lanceur transportait environ 600 tonnes d'heptile, d'amyle de kérosène, selon le patron de Kazkosmos, Tagal Moussa Bayev. Un nuage de fumée provoqué par la combustion de l'heptile s'est formé au-dessus du territoire du cosmodrome, ajoutait-il. Le ministère kazakh des situations d'urgence avait donné instruction aux habitants de plusieurs villes aux alentours du cosmodrome de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres, craignant que les fumées issues de l'explosion ne présentent un danger pour la population locale. Une partie de Baïkonour avait elle aussi été évacuée en raison de ce nuage dit toxique, affirmait une source au sein du cosmodrome. Mais le directeur du centre Khoudnitchev, le concepteur des fusées Proton, minimisait les risques de pollution toxique provoqués par cet accident, soutenant qu'il pleuvait au moment de l'explosion, élément qui pouvait réduire considérablement la zone de pollution.
Une commission spéciale avec le chef de Roscosmos Alexandre Lopatin à sa tête a été créée pour enquêter sur la catastrophe. Le porte-parole Kremlin indiquait que le président Vladimir Poutine avait été informé de l'accident, mais qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. La Russie a connu ces dernières années une série d'échecs dans ses lancements de satellites ou de véhicules cargo vers la Station spatiale internationale ISS. En décembre 2010, 3 satellites GLONASS lancés à partir d'une fusée Proton étaient retombés dans l'océan Pacifique après l'échec de leur mise en orbite, provoqué par une surcharge du carburant dans le lanceur. Le système GLONASS a été conçu par la Russie pour rivaliser avec le système de navigation américain GPS et le futur système européen Galileo. C'est un coup dur pour le programme russe de positionnement par satellite, rival du GPS américain. Le président américain Barack Obama, menacé d'un blocage des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, a promis lundi à ses alliés toutes les informations qu'il réclame sur les activités d'espionnage électronique de les institutions par une agence américaine. L'ex-informaticien du renseignement américain Edward Snowden, à l'origine de ces révélations, a demandé l'asile politique dans 21 pays, dont la Russie, tout en restant apparemment déterminé à conserver sa liberté de parole au service de l'intérêt public, a-t-il écrit dans une lettre adressée au président équatorien Rafael Correa. Washington continue d'évaluer les accusations de Snowden relayées par les médias européens et les États-Unis communiqueront ensuite de manière appropriée avec leurs alliés, assurait Barack Obama en début de semaine. Pris de court par la colère des Européens après ces révélations d'écoute et de surveillance des institutions européennes par l'agence de renseignement NSA, les États-Unis cherchent à relativiser l'affaire à un moment où les négociations sur une zone de libre-échange transatlantique sont sur le point de s'ouvrir. Sans évoquer directement ce dossier précis, le président français François Hollande a estimé qu'aucune négociation ou transaction n'est envisageable avec les États-Unis, sans garantie que le pays de Barack Obama ait cessé son espionnage sur l'Union européenne et la France. Si l'espionnage des différents sommets du G20 par les États-Unis est confirmé, les répercussions politiques pourraient être graves, affirme un responsable européen. Un porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel, Steffen Seibert, affirmait que les États-Unis devaient rétablir la confiance avec leurs alliés européens. Une discussion entre Barack Obama et son homologue allemande est en vue. La Belgique, la Grèce et l'Autriche réclament, eux, des explications de Washington. La Grèce, l'Italie et la France figurant parmi les 38 cibles surveillées par l'agence américaine, selon le quotidien britannique The Guardian. Avec l'Allemagne comme cible privilégiée, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Le président Vladimir Poutine a assuré lundi qu'il ne livrerait pas Edward Snowden, qui se trouverait toujours dans la zone internationale de l'aéroport Sheremetyevo à Moscou, car la Russie ne livre jamais personne, a-t-il déclaré, ajoutant que Snowden devait cesser ses activités visant à faire du tort aux Américains, partenaires des Russes, s'ils voulaient rester en Russie. Mais Snowden ne semble pas vouloir se plier à cette condition. Edward Snowden a par ailleurs demandé l'asile politique à 21 pays au total, dont l'Islande, l'Équateur, Cuba, le Venezuela, le Brésil, la Chine, l'Allemagne, la Suisse et la France. Des hommes armés ont attaqué la prison d'Akure, capitale de l'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, laissant s'échapper 175 prisonniers. Citant le contrôleur de la prison d'Akure, Tunde Olaviwola, Channels indique sur son site internet que des assaillants, qui étaient une trentaine, étaient munis d'armes à feu et d'explosifs avec lesquels ils ont pu détruire un mur et laisser s'échapper quelques 175 hommes. Le porte-parole des prisons nigérianes Ope Fatini-Kun a confirmé qu'il y avait eu une attaque menée par des voyous à la prison d'Akure et que de nombreux prisonniers avaient pu s'échapper, mais il n'a pas voulu donner plus de détails, et notamment le nombre précis d'évadés. Le groupe islamiste Boko Haram, dont les attentats ont fait plusieurs centaines de morts dans le nord du pays depuis 2009, et Ansarou, dont on pense que c'est une faction de Boko Haram, ont déjà été impliqués dans des attaques de prison pour libérer des prisonniers par le passé. Mais le porte-parole de la police de l'État d'Ondo, Wole Ongondo, cité par la chaîne Channels,
affirme que cette nouvelle attaque n'est pas liée à Boko Haram sans donner plus d'explications. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 160 millions d'habitants et premier producteur de pétrole du continent, est en proie à une forte insécurité due à l'insurrection islamiste dans le nord du pays. Cependant, d'autres types de violences tels que des enlèvements crapuleux et des attaques à main armée sont courants notamment dans le sud et ne sont pas liés à Boko Haram. Deux jours après son arrestation, l'ancien président tchadien Hissène Habré a été inculpé mardi à Dakar de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture par des juges d'un tribunal spécial qui ont aussi ordonné sa mise en détention provisoire. Hissène Habré a été inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture commis pendant ses 8 années de pouvoir de 1982 à 1990 et a été placé sous mandat de dépôt par des juges sénégalais de la Chambre d'instruction des chambres africaines extraordinaires, le tribunal spécial créé pour le juger. Un de ses avocats, maître El Hadji Diouf, a également cité le terme de génocide parmi les chefs d'inculpation également retenus contre Habré. Âgé de 70 ans, Hissène Habré, qui vit au Sénégal depuis sa chute du pouvoir en 1990, avait été arrêté à son domicile de Dakar et placé en garde à vue dimanche. Une commission d'enquête sur les crimes et détournements commis pendant les années Habré, créée par le gouvernement tchadien après sa chute, a estimé à plus de 40 000, dont 4 000 identifiés, le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées au cours de ces 8 années de présidence. Outre Hissène Habré, 5 Tchadiens sont considérés comme des suspects et ont été cités dans les faits reprochés à l'ex-dirigeant tchadien pendant ses 8 ans de règne. Il s'agit de Guigny Koré, un neveu d'Hissène Habré, Mahamad Djibrine, Zakaria Berndey, Saleh Ousnous et Abakar Tordo, présentés comme ses anciens collaborateurs. Mahamad Djibrine, ancien responsable de la direction de la documentation et de la sécurité DDS, la police politique créée par Habré, a été arrêté en mai dernier à N'Djamena. Ces 5 suspects seront supervisés par des mandats d'arrêt qui seront lancés par le juge d'instruction du tribunal spécial selon une source judiciaire. Le procureur général du tribunal Baké Fall avait déclaré lundi à la presse avoir découvert contre M. Habré des indices graves et concordantes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de torture pendant le règne de l'ex-président tchadien et avoir demandé sa mise en détention préventive. Du 8 au 16 juin dernier, Baké Fall s'était rendu au Tchad pour l'enquête préliminaire et avait notamment visité des sites des charniers présumés attribués au règne Habré et cités à Amragos et Ambing, près de N'Djamena, ainsi que les lieux de détention de 1982 à 1990 dans la capitale tchadienne. Le premier débat parlementaire sur le projet attendu depuis des mois de constitution tunisienne a été marqué par des échanges d'invectives et une longue suspension lundi en raison de tensions entre les islamites au pouvoir et des opposants. L'adoption d'une constitution permettrait de mettre en place des institutions pérennes 2 ans et demi après la première révolution du printemps arabe et la fuite du président Zine El Abidine Ben Ali. Cette séance était censée marquer solennellement le début du processus d'adoption avant qu'un calendrier d'examen article par article soit fixé. Mais le débat général a été suspendu en fin de matinée après moins d'une demi-heure, des élus d'opposition ayant interrompu la présentation du rapporteur du texte, l'islamiste Habib Keder. L'opposition avait empêché M. Keder de s'exprimer, l'accusant d'avoir intégré de manière discrétionnaire des articles controversés dans le projet. Ces dispositions transitoires permettraient aux lois adoptées sous l'égide du parti islamite Ennahda au pouvoir d'échapper pendant 3 ans au contrôle de constitutionnalité. Elle prolonge aussi de manière indéfinie les compétences législatives de l'ANC et ne fixe pas de calendrier pour remplacer cette assemblée. Des députés de l'opposition laïque ont dénoncé dans un communiqué le processus de fraude qui a atteint les travaux de commission constitutive. La vice-présidente de l'ANC, l'islamite Mérézia Labidi, a réagi en qualifiant ses opposants de nains et leur reprochant leur immaturité, déclenchant la colère des élus dans l'hémicycle. Le président de l'ANC, Moustapha Ben Jaffar, a coupé le micro d'un autre élu, Oumar Chetoui,
qui l'avait traité de tyran. Ce qui s'est passé lundi touche à la crédibilité et à la légitimité de l'ANC, a-t-il par ailleurs regretté. Il a cependant aussi annoncé la création d'une nouvelle commission qui aura la tâche de trouver un consensus entre les différentes forces politiques. La Constitution doit obtenir l'aval des 2/3 des élus, faute de quoi elle sera soumise à un référendum. Les islamites au pouvoir et leurs alliés laïcs ne disposent que d'une courte majorité à l'ANC. L'adoption du test est l'essentiel à la tenue des élections promises par le chef du gouvernement Ali Larayed pour la fin de l'année. Mais selon des experts, ce calendrier sera difficile à tenir. La Tunisie est en outre régulièrement secouée par des crises politiques, des conflits sociaux et l'essor des mouvements islamistes radicaux. Au moins 31 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un camion-citerne heurté par une voiture dans la banlieue de Kampala, a indiqué un responsable de la police dans la capitale ougandaise. Nous confirmons qu'il y a eu plus de 31 morts et plus de 10 blessés graves dans le biazier, a indiqué ce responsable Andrew Kawiza, communiquant le dernier bilan de l'accident survenu samedi soir. La plupart des victimes étaient en train de récupérer du carburant qui se répandait du camion-citerne après qu'ils avaient été heurtés par une voiture, a expliqué le policier, et elles ont été prises au piège de l'incendie qui s'est déclenché. À l'endroit de l'accident dans le quartier de Namungona, des corps et des membres calcinés jonchaient le sol, encore éparpillés ou alignés par des secouristes. Selon la police, un grand nombre des victimes étaient arrivées sur le lieu en mototaxi, moyen de transport très courant à Kampala. Selon la police, cet accident est le plus grave de ce genre depuis décembre 2001, quand 90 personnes avaient péri dans des circonstances similaires dans l'est de l'Ouganda. Nous étions là dans la première partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Dans un instant, la seconde partie elle est réservée à la presse écrite internationale. Nous allons déjà commencer par la journée de lundi dernier. C'était tout simplement le 1er juillet 2013. Libération dans sa livraison du lundi nous affirmait qu'en Égypte, la place Tahrir se réveille. Selon le quotidien, plusieurs centaines de milliers de personnes ont réclamé dans tout le pays le départ du président islamiste Mohamed Morsi. En sa page 6, Libération nous confiait que l'Europe est outrée d'avoir été espionnée dans le sillage des révélations d'Edward Snowden. La presse allemande dévoile l'écoute massive par les États-Unis dans les renseignements des institutions de l'Union européenne. Pour le quotidien de Bordeaux, rive gauche, les USA se font tirer les oreilles. Les institutions européennes auraient été ciblées par les services américains. Soulignait déjà le Sud-Ouest lundi une nouvelle révélation qui suscite de vives réactions et surtout qui inquiète le grand public. En page 3, Sud-Ouest indiquait que c'était une marée humaine sans précédent dimanche dans les rues du Caire où le quartier général des frères musulmans a été attaqué. Les opposants réclamaient le départ du président islamiste Mohamed Morsi. Sujet qui a intéressé également fort bien le quotidien Le Monde lundi qui nous disait qu'en Égypte, la rue s'embrase avec ce rassemblement géant dimanche par les opposants du régime de Mohamed Morsi. Des affrontements violents ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Un an seulement après la victoire des frères musulmans, le pays est toujours aussi divisé, écrivait le journal. Le sujet à la grande une du quotidien, c'était tout simplement en 2014, un budget de rigueur historique. 14 milliards d'euros d'économies sont programmés dans le projet de financement transmis au Parlement, notaient les confrères qui relevaient que les ministres verront leur crédit, il faut le dire, chuter. Moins 7% pour l'écologie, 5,4% pour l'agriculture, 2,8% pour la culture. Selon le quotidien Le Monde, de cet effort porté en tout cas à plus de 28 000 le nombre de suppressions d'emplois publics depuis le début du quinquennat. Ce budget est une réponse à la Cour des comptes qui réclamait une baisse des dépenses. À ce propos, le Figaro s'interrogeait, les impôts vont-ils encore augmenter en 2014? En dehors de la hausse de la TVA, il n'y aura plus aucune augmentation d'impôts en 2014. Le quotidien relevait que ces propos ont été prononcés le 28 mars dernier sur France 2 par le président de la République française. Question, ces
propos seront-ils démentis dans les faits? Le Figaro pensait que le débat d'orientation des finances qui s'ouvrait mardi à l'Assemblée nationale en donnera une idée. Dans un rapport préalable du rapporteur, le rapporteur PS du budget, Christian Eckert, propose en cas d'urgence budgétaire une évolution de l'imposition des contrats d'assurance vie ou une taxation sur le gazole. On n'est pas là pour matraquer, mais nous avons des contraintes, a-t-il dit à nos confrères. En page 40, Frédéric Mitterrand pensait que Hollande ne s'intéresse pas à la culture. Un an après avoir quitté la rue des Valois, l'ancien ministre est sorti de sa réserve. Dans un entretien au Figaro, il dénonçait le retour du fondamentalisme dans les nominations, particulièrement à la tête des centres dramatiques, le peu d'intérêt que le président français éprouve pour la culture et l'approche dogmatique de la ministre Filippetti. Parlant d'espionnage américain, le Figaro relevait que les révélations de Snowden provoquent la furie et surtout la fureur des Européens. Un article publié par l'hebdomadaire Der Spiegel à la suite de nouvelles allégations attribuées au fugitif Edward Snowden, selon lesquelles la National Security Agency américaine aurait espionné les institutions européennes, a mis le feu aux poudres. Bruxelles, Paris et Berlin s'insurgent et demandent des explications à Washington. Sujet qui a également intéressé le journal de la capitale française, Le Parisien, qui affirmait que les États-Unis écoutent l'Europe. On peut d'ailleurs voir la belle photo d'un Obama tendant l'oreille pour mieux écouter. Selon les informations révélées ce week-end, l'Agence nationale de la sécurité américaine, en abrégé NSA, intercepte les communications de ses alliés dont la France, écrivait déjà Le Parisien lundi dernier. Carte bancaire, méfiez-vous de la nouvelle arnaque, pouvait-on lire à la grande une du quotidien de la capitale, Le Parisien, qui indiquait qu'en échangeant les terminaux de paiement de commerçants à travers la France, les escrocs sont parvenus à débiter les comptes de dizaines de milliers de victimes. Ces jeunes tentés par l'islamisme radical, c'était le titre choisi par La Croix lundi pour relever qu'un nouveau profil de terroriste est apparu récemment en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Agissant seuls, des jeunes marginalisés socialement passent en très peu de temps en djihadisme radical. En tout cas, c'est ce que nous apprenaient nos confrères du journal catholique La Croix. La Marseillaise s'interrogeait sécurité à Marseille. Quelle réponse à gauche? Samia Ghali du PS, Frédéric Dutoit du PCF et Sébastien Barlès de EELV ont répondu à l'invitation de la Marseillaise pour une table ronde sur cette préoccupation majeure. Vous auriez pu la trouver en tout cas dans les colonnes de la Marseillaise. Lundi dernier, dans un entretien accordé au quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, le président départemental de l'UMP veut oublier les dissensions du passé et prône encore et toujours l'union de la droite. D'où la une du journal, Michel Fontaine, l'union sinon rien. En Guadeloupe, France Antilles nous dit que c'était l'horreur à Tabanon. David Ramazami a tué samedi soir sa femme, ses 2 enfants et 3 autres membres de sa famille avant de se suicider. Ses proches ne comprenait toujours pas le geste de cet homme qui adorait ses enfants. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous assurait que l'Allemagne est choquée par les révélations sur l'espionnage américain. De nouvelles révélations sur une surveillance à grande échelle des communications électroniques par les services secrets américains ont suscité dimanche l'indignation en Allemagne, pays particulièrement sensible à la protection de la vie privée en raison de son histoire. Sujet qui intéressait également la libre Belgique, quotidien belge qui titrait « L'Europe sur écoute ». Le quotidien belge reprenait en tout cas le slogan de campagne de Barack Hussein Obama « Yes, we can ». Et oui, nous pouvons vous écouter également. Pour l'autre quotidien belge, Le Soir, l'Europe réclame des explications aux États-Unis après le scandale de la NSA. À sa grande une, Le Soir titrait un impôt minimum sur les sociétés. Selon le journal belge, cette taxe de 5% est l'une des mesures du gouvernement, dit Rupo, pour boucler ses travaux budgétaires. Et puis on terminait cette journée de lundi par la Suisse avec la Tribune de Genève qui rapportait les manifestations monstres contre le président Morsi et relevait que 7 personnes ont été tuées dimanche dans des heurts entre partisans et adversaires du président islamiste égyptien Mohamed Morsi. Si celui-ci, selon le confrère, a été hué lors de manifestations monstres organisées dans tout le pays pour réclamer son départ, un an jour après son investiture. Les cortèges d'une ampleur sans précédent depuis la révolte qui fit chuter Hosni Moubarak début 2011 ont défilé en scandant « Dégage » et le peuple veut la chute du régime. Voilà ce que nous avions préparé pour vous lundi dernier, surtout dans la presse internationale. Mardi,
Europe, États-Unis, les réseaux de la colère, c'était le titre choisi par Libération pour indiquer que la France et plusieurs pays européens ont demandé lundi de bloquer les négociations commerciales avec Washington après les révélations sur les écoutes téléphoniques systématiques mises en place par les États-Unis. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, pensait que nous sommes tous dans le viseur de l'oncle Sam. Le quotidien relevait que les réactions sont nombreuses en Europe pour exiger l'arrêt immédiat du programme d'espionnage américain. L'ampleur des révélations provoque d'ailleurs une crise avec les États-Unis. Plusieurs personnalités politiques réclament l'asile pour Snowden. En page 4, parlant des négociations, L'Humanité notait que l'accord sur le grand marché transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis ne doit pas aboutir. Espionnage américain, la colère de Hollande, titrait Le Figaro mardi et qui indiquait que les révélations du Spiegel et du Guardian ont provoqué un véritable tollé. Des pays amis des États-Unis et l'Union européenne sont l'objet de surveillance très sophistiquée de la part de la NSA, l'agence de sécurité américaine qui intercepte des multitudes de messages et de communications téléphoniques. Selon le confrère François Hollande, a vivement réagi et exigé des explications. Cette crise intervient alors que devraient s'ouvrir dès la semaine prochaine les négociations sur la création d'une zone de libre-échange transatlantique. Les instances européennes réclament des éclaircissements rapides alors que plane la menace d'un report de ces négociations. En page 6 du même journal, Le Figaro nous apprenait qu'en Égypte, l'armée a lancé un ultimatum au pouvoir. Lundi, le chef de l'état-major de l'armée égyptienne a donné 48 heures aux responsables politiques pour satisfaire les demandes du peuple et mettre fin à l'impasse politique. Cette déclaration qui fait craindre un coup d'État intervenait déjà au lendemain d'un week-end de protestation. Des milliers d'Égyptiens ont demandé le départ du président Morsi depuis dimanche dernier. Le Monde, dans sa page 2, relevait que Mohamed Morsi, président égyptien lié aux frères musulmans, refuse de partir après l'ultimatum de la rue. La grande une était réservée à l'espionnage avec la France qui était aussi ciblée. Selon nos confrères, de nouvelles révélations montrent que les Américains écoutaient les ambassades et les délégations européennes. La France, l'Allemagne et l'Union européenne ont exigé des explications de la part de Washington. Aujourd'hui en France, nous disait pourquoi l'Égypte s'embrase. Les manifestants ont de nouveau défié le pouvoir lundi, écrivait le journal mardi, qui notait que Morsi est sur la sellette. Les seniors visés par une proposition de loi, une visite médicale pour conduire, pouvait-on lire à la grande une du quotidien, qui indiquait que le débat sur les personnes âgées au volant est relancé. Un sénateur souhaite d'ailleurs qu'elle passe des tests d'aptitude obligatoires. Une idée aujourd'hui controversée du côté de l'Hexagone. La Croix au quotidien catholique rapportait un avis défavorable au suicide assisté. Le journal nous apprenait que le comité consultatif national d'éthique s'est prononcé lundi en majorité contre l'assistance au suicide. François Hollande a annoncé l'organisation d'une consultation citoyenne. Le journal toulousain, La Dépêche du Midi, relevait que l'Égypte est au bord du chaos pour cause. L'armée a donné 48 heures au pouvoir pour répondre aux demandes du peuple, un ultimatum rejeté par le président et surtout la présidence égyptienne. Pourquoi les hausses d'impôts ne sont pas finies? C'était le titre du quotidien français de l'économie, Les Échos mardi, qui nous apprenait qu'à l'occasion du débat d'orientation des finances publiques, qui s'est déroulé d'ailleurs le même mardi à l'Assemblée nationale, le gouvernement a défendu son plan pour parvenir à 14 milliards d'euros d'économie en 2014. Un changement de cap après une première année marquée par des hausses massives de prélèvements. Entre le collectif budgétaire présenté il y a exactement un an et le budget 2013, le journal relevait que François Hollande aura fait voter plus de 30 milliards d'impôts. Si l'accent est aujourd'hui mis sur les dépenses, la page des impôts n'est pas complètement tournée, écrivait Le Quotidien qui expliquait que Bercy est à la recherche de 12 à 34 milliards de recettes pour 2014, dont la moitié vise à compenser des mesures qui n'auront plus d'effet l'an prochain. Sujet à retrouver en page 2, 3, 7 dans l'éditorial de Jean-Francis Pécresse et l'analyse bien sûr de l'analyse que vous pouviez trouver en page 9. C'est un remue-ménage dans les télécoms que rapportait le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui nous apprenait que Canal+ se lance dans l'Internet en rachetant Mediaserve. OnlyChange également change de propriétaire. Le marché local va être chamboulé, notait le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien mardi dernier. France-Antilles, Guadeloupe rapportait les deux visages du tueur de Tabanon, jovial et serviable pour ses voisins. David Ramassamy pouvait aussi se montrer menaçant avec certains de ses parents, gérant d'une entreprise de sécurité, Mawon, c'est comme ça qu'on l'appelle, garde du corps et vigile. Il détenait
des armes illégalement. Ces 6 victimes font la une du journal, comme vous pouvez bien sûr le voir. Luxembourg emploie ArcelorMittal en tête, titrait mardi le quotidien journal luxembourgeois qui nous apprenait que malgré une diminution du nombre de salariés, le sidérurgiste défend sa place de premier employeur privé du pays. BGL, BNP Paribas et La Poste complètent le podium. En Belgique, le soir, nous disait que l'impôt minimum des sociétés est déjà torpillé. Le gouvernement belge, selon le confrère, a déniché 3 milliards, mais une mesure pose problème. Et puis en page 20 et 21, le soir, nous apprenait que le Sénat commande une enquête sur les écoutes US. À bon entendeur, salut, c'est le terme qu'a utilisé en tout cas la Libre Belgique mardi pour nous apprendre, et surtout à ses lecteurs également, que Barack Hussein Obama voit tout, sait tout et entend tout. L'Europe ne décolère pas d'avoir été espionnée par l'allié américain. Et après, c'était la grande interrogation de nos confrères. À la grande une, on pouvait lire budget du sang, de la sueur, pas de larmes, accord des budgets 2013 et 2014. Le détail des mesures et le récit d'une nuit mouvementée, vous pouviez bien sûr le trouver dans les colonnes du quotidien belge, la Libre Belgique, dans sa parution et dans sa livraison de mardi dernier. En Suisse, la Tribune de Genève parlait d'un changement de structure à la banque Mirabeau. La banque genevoise Mirabeau a annoncé sa transformation en société en commandite par action, mais relevait le journal, ce changement de statut n'est pas lié à la Lex USC. L'autre quotidien suisse, 24 heures, s'interrogeait et si Lausanne posait des parcomètres pour scooters, alors que Bâle va introduire les haro d'acteurs pour 2 roues motorisées. Genève a décidé d'une phase de test en 2016. Le débat arrive en terre vaudoise, nous apprenait le journal vaudois 24 heures dans sa parution de mardi dernier. Nous passons à la journée de mercredi. Hollande, Limoges, bateau, crise ouverte dans la majorité. C'était le titre choisi mercredi par le Figaro pour souligner qu'après l'élection de la ministre de l'écologie, les Verts s'interrogent sur leur maintien au gouvernement. Au PS, les critiques montent contre les choix budgétaires de l'exécutif. Page 6 et page 7, le Figaro s'interrogeait, l'armée égyptienne va-t-elle renverser le président Morsi alors que l'ultimatum du commandement militaire au président Morsi expirait déjà mercredi. Le quotidien notait que le général Abdel Fattah al-Sisi, ministre de la Défense, veut que les forces armées interviennent pour pousser à un règlement politique. Elle prévoit déjà de suspendre la Constitution, mais les islamistes se disent prêts au martyr pour s'opposer à un coup d'État, écrivaient d'ailleurs nos confrères. Le quotidien catholique La Croix nous disait pourquoi l'Égypte est à nouveau en crise. Selon le journal, les Égyptiens retiennent leur souffle alors qu'un ultimatum lancé par l'armée au président Morsi s'achevait en tout cas le même mercredi. Le Monde, autre quotidien français, nous apprenait qu'en Tunisie, on assiste à un débat houleux sur la Constitution. À la veille de la visite de François Hollande, le pays n'est pas stabilisé, écrivait le journal mercredi dernier dans sa page 3. À la une, Le Monde parlait de cumul de mandats et nous apprenait que députés et sénateurs sont au pied du mur pour cause. L'Assemblée nationale commençait le même mercredi 3 juillet l'examen d'un projet de loi qui interdit le cumul d'un mandat de parlementaire et celui d'un exécutif local. 468 députés et 264 sénateurs cumulent plusieurs mandats, un record inégalé. Le Monde relevait qu'une majorité de sénateurs est hostile au texte dont l'application est prévue en 2017. Edward Snowden n'en finissait pas de parler de lui en tout cas. Le Monde nous affirmait que depuis ces révélations, c'est une montée des tensions un peu partout dans le monde. Sujet qui a intéressé la Marseillaise mercredi et qui titrait « Espionnage, l'Europe s'insurge ». Furieux après les révélations d'écoute et de surveillance de leurs institutions, les dirigeants européens exigeaient des États-Unis qu'ils cessent immédiatement tout espionnage et menacent de bloquer la négociation, notamment commerciale. Sujet qui intéressait presque tous les journaux et quotidiens. Ce mercredi-là, c'était le limogeage de bateaux et c'était le cas du quotidien de Bordeaux, Rive Gauche, qui titrait « Bateau débarqué, Martin propulsé ». Ainsi, Philippe Martin, député PS du Gers,
a remplacé mardi dernier Delphine Batho au ministère de l'écologie après que François Hollande l'eût démise de ses fonctions. Selon le confrère, elle avait critiqué le budget 2014 et notamment les coupes essuyées par son ministère. C'était la même tonalité à la une du quotidien Le Télégramme qui titrait « Lui aussi, Bartho débarqué du gouvernement ». Le journal écrivait « Pour avoir critiqué les coupes budgétaires programmées pour son ministère de l'écologie, Delphine Batho a été congédiée mardi ». Le quotidien notait que c'est la première fois sous le quinquennat Hollande qu'un membre du gouvernement est démissionné pour manque de solidarité. Les deux ministres de l'équipe Héros issus d'Europe, Écologie Les Verts, n'envisageaient pas déjà mardi soir de jeter l'éponge, relevait le confrère. Bernard Tapie faisait également la une du Télégramme qui parlait d'une bête de scène toujours d'attaque. La Nouvelle République titrait comme ses confrères le même mercredi « Delphine Batho virée ». Même son de cloche pour Ouest France Bretagne qui titrait François Hollande Limoges Delphine Batho. Pour le quotidien de la capitale française aux Parisiens, c'est une crise ouverte avec les Échos et surtout les écolos. Le journal faisait d'ailleurs le décryptage et donnait les conséquences de cette éjection de Delphine Batho du gouvernement. En page 10 et 11, le Parisien nous apprenait que pour la première fois, le ministère français de la Défense a accepté de déclassifier une partie de ses archives secrètes. Les victimes espèrent ainsi une meilleure reconnaissance, d'où la petite une, essai nucléaire, la vérité, après 50 ans de silence. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, nous affirmait que le MEDEF choisit la ligne dure. Le quotidien nous apprenait que l'organisation patronale élisait déjà mercredi une direction avec à sa tête Pierre Gattaz qui promet de nouvelles attaques contre les retraites, les 35 heures et le code du travail. Sujet qui a intéressé mercredi le quotidien français de l'économie, les Échos qui indiquaient que Pierre Gattaz est en position de combat à la tête du MEDEF. Élection purement formelle. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé le matin même du mercredi au Palais des Congrès à Paris. L'Assemblée générale, le Parlement du MEDEF a entériné la victoire de Pierre Gattaz, le successeur de Laurence Parisot à la tête du syndicat patronal, entend incarner une certaine rupture avec un positionnement recentré de l'économie et l'entreprise et un ton offensif vis-à-vis du gouvernement, écrivaient d'ailleurs nos confrères qui précisait que Pierre Gattaz va très vite rentrer dans le vif du sujet. Il a d'ailleurs rencontré le jeudi qui suivait le président François Hollande puis le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le cadre des discussions au sujet de retraite. Les Échos relevaient que pour mener à bien son projet, une équipe collégiale va être constituée avec 9 pôles qui chapeauteront plusieurs commissions. Pierre Gattaz va faire entrer de nouvelles têtes dans le dispositif. Eh bien, dans le quotidien français de l'économie, eh bien, vous pouviez trouver le portrait du patron de Radial, le descriptif de ses équipes et le bilan du règne de Laurence Parisot. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien nous apprenait que le patrimoine est électrocuté. EDF vient de construire une ligne moyenne tension au cœur du cercle de Salazie, un chantier qui, selon le confrère, pose question sur la protection de l'environnement. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que le Parlement européen lève l'immunité de Marine Le Pen. La présidente du Front National, Marine Le Pen, pourra être poursuivie par la justice française pour ses propos assimilant les prières de rue des musulmans à une occupation. Le Parlement européen ayant voté mardi la levée de son immunité. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que l'avion d'Evo Morales a été, il faut le dire comme vous voulez, forcé d'atterrir sans Snowden, comme vous le voyez à la grande une de ce journal. Selon ce quotidien, en tout cas, la rumeur avait couru qu'Edward Snowden, recherché par Washington pour espionnage, se trouvait à son bord. Les autorités autrichiennes ont confirmé que l'ex-consultant de la National Security Agency à l'origine des révélations sur les pratiques de surveillance et d'écoute du renseignement américain n'était pas dans l'avion présidentiel d'Evo Morales. En Belgique, le soir, nous disait que le dumping social explose en Belgique. Selon le confrère, les effets pervers de la libre circulation des travailleurs dans l'Union gangrènent certains secteurs de l'économie du pays. L'autre quotidien belge, La Libre Belgique, nous apprenait que de plus en plus de jeunes sont en danger en tout cas. Publication du premier rapport annuel de l'aide à la jeunesse mercredi dernier. Il indiquait que 40 234 jeunes de moins de 18 ans ont été pris en charge par le secteur. 8,9% l'ont été après avoir commis une infraction. Eh bien, Kristen Flipkens faisait également la une de La Libre et le journal indiquait qu'elle a signé déjà mardi soir un fantastique exploit en se hissant en demi-finale de Wimbledon. Et puis on terminait par cette journée de mercredi avec Montréal où le métro
nous disait que Longueuil et Laval auront des radars photo. Laval et Longueuil font partie des 4 régions ciblées pour recevoir les 36 nouveaux radars photo et appareils de surveillance. Au feu rouge, a indiqué déjà mardi le ministère des Transports du Québec qui dévoilera les lieux précis d'implantation à l'automne prochain, nous apprenaient nos confrères montréalais du quotidien Le Métro. On passe à la journée de jeudi. Égypte, l'armée maître du jeu. C'était le titre choisi jeudi par Libération qui écrivait « Répondant à la révolte des anti-Morsi, les militaires ont écarté mercredi soir le président islamiste et annoncé des élections anticipées. » Même tonalité à la nouvelle une de la Nouvelle République qui nous affirmait que les militaires sont maîtres du jeu en Égypte, Morsi écarté du pouvoir et constitution suspendue. L'armée a pris les choses en main, notait le confrère. Pour Ouest France, journal rennais, c'est un coup d'État en Égypte. L'armée a renversé Morsi. Selon le quotidien, Mohamed Morsi s'est vu signifier mercredi à 19 h qu'il n'était plus président. Le Conseil suprême des forces armées a élaboré un plan de transition qui sera suivi de nouvelles élections. La photo à la une de Ouest France montrait d'ailleurs des déploiements des chars dans les rues du Caire. Pour aujourd'hui en France, 2 ans après le printemps arabe, c'est l'été égyptien. Le journal indiquait que l'armée a destitué mercredi soir le président islamiste Mohamed Morsi, le remplaçant par le président de la Cour constitutionnelle en attendant la tenue d'une élection anticipée. Le Figaro parlait de l'épreuve de force en Égypte. Le quotidien français notait que l'armée a pris position sur des sites stratégiques du Caire alors que des manifestations massives se poursuivaient. Le président Morsi et les principaux responsables des frères musulmans ne peuvent plus quitter le pays, soulignait le journal. Son clan dénonce un coup d'État militaire, soulignaient déjà nos confrères mercredi dernier. L'Égypte est menacée par le chaos, nous apprenait Le Monde qui nous affirmait que face à l'ultimatum de l'armée, le président Morsi a évoqué dans un discours inflexible à la télévision que sa légitimité était la seule garantie contre l'effusion de sang. Le Monde indiquait que les partisans du chef de l'État, issus des frères musulmans qui redoutent un coup d'État militaire, mobilisent dans les rues du Caire et se disent prêts au martyr. Le Monde, à sa grande une, titrait les coulisses de l'éviction de Mme Barthaud. La ministre de l'écologie a été sanctionnée par le président pour son inexpérience et son insubordination. Pour affronter la ligne Hollande et défendre la cause de l'écologie, elle convoquait déjà une conférence de presse pour vendredi. À ce propos, le journal catholique La Croix s'interrogeait « L'écologie, un luxe en temps de crise ?» C'était la grande question de nos confrères. Le quotidien nous disait que l'éviction de Delphine Batho révélait la difficulté pour le gouvernement français de prendre des mesures environnementales fortes en période de crise. L'Humanité, journal fondé par Jean Jaurès, notait que la majorité présidentielle est sous tension après le limogeage de Delphine Batho en voulant étouffer la contestation qui monte contre les choix de rigueur budgétaire. François Hollande ne fait qu'aviver la crise, écrivait le confrère. D'où la une du journal Austérité. Et il faudrait se taire. En page 8, l'Humanité indiquait qu'après la fin de l'ultimatum, Morsi est acculé par l'armée. Pour le quotidien toulousain, la dépêche du midi, l'armée chasse Morsi. Le journal notait d'ailleurs des scènes de liesse déjà mercredi au Caire après la destitution du président. La dépêche du midi nous disait que c'est l'été et le 14 juillet à Toulouse, ce sera géant. Le journal écrivait, c'est un 14 juillet grand format qui sera offert cette année aux Toulousains sur scène. Bernard Lavillier, Juliette Calogero, Morane, Passy et l'orchestre du Capitole avant le grand feu d'artifice en point d'orgue de la soirée. La Voix du Nord, quotidien lillois, nous disait qu'après 20 ans de règne, le roi Albert II abdique. Le journal indiquait que le roi Albert II a surpris son peuple le mercredi en annonçant qu'il abdiquerait le 21 juillet prochain après 20 ans de règne au profit de son fils aîné Philippe. La rumeur courait le pays depuis plus d'1 an, mais beaucoup de Belges ne voulaient pas la prendre au sérieux. Le quotidien de Bordeaux, rive gauche, sud-ouest, dans l'affaire Bettencourt, confirmait qu'il y aura bien un procès. Les juges ont tranché. Éric Woerth, ancien ministre du Budget, et Patrice de Mestre, ex-gestionnaire de fortune de la milliardaire, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence. Le quotidien français de l'économie, Les Échos titrait « Réforme des retraites, le bras de fer commence », reçu par Jean-Marc Ayrault. Eh bien, le même jeudi, les partenaires sociaux poussent le Premier ministre français à se dévoiler sur la réforme des retraites. J'aimerais que le gouvernement nous dise quelles sont ses intentions, à demander mercredi Laurent Berger de la CFDT.
Les rencontres avec les 8 organisations syndicales et patronales à Matignon marquaient déjà le coup d'envoi d'une concertation qui doit se terminer à la fin de l'été. Selon le confrère, elle s'annonce tendue. La CGT et FO qui rejettent un allongement de la durée de cotisation préparent une journée de mobilisation. Dans une interview, Pierre Gattaz, nouveau patron du BDEV, élu déjà mercredi, refusait toute hausse des cotisations. Abattage sur les marchés, la volaille dans le collimateur, c'était le titre choisi par le quotidien de la Réunion de l'océan Indien qui indiquait que les contrôles menés par les services vétérinaires, comme mercredi au marché du Chaudron, visant à rappeler l'interdiction de tuer des volailles sur place, inquiètent les forains. En Belgique, le soir titrait le tournant annoncé mercredi, l'abdication du roi Albert II au profit de Philippe ouvre une période, selon le journal, d'incertitude politique. En effet, soulignait nos confrères, le choix légitime d'un homme fatigué relance le débat sur la préparation de son fils, voire sur l'avenir de la monarchie telle qu'elle existe aujourd'hui. La Libre Belgique parlait du choix d'un homme. Le journal belge offrait en tout cas 40 pages spéciales jeudi à ses lecteurs pour mieux comprendre la décision du roi Albert II. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que les USA ont de nouvelles exigences pour les banques. Sans se prononcer encore sur le plan B présenté mercredi par le Conseil fédéral, les États-Unis auraient de nouvelles exigences dans le règlement du conflit fiscal, une garantie de Berne ainsi qu'une clause guillotine. Les explications, vous auriez pu les trouver dans les colonnes du journal Genevois jeudi dernier. Au Luxembourg, le quotidien titrait « L'armée égyptienne renverse Morsi ». Le retient avec toute son équipe. Le journal luxembourgeois écrivait déjà jeudi, le président égyptien Mohamed Morsi, renversé par l'armée, a été transféré jeudi à l'aube au ministère de la Défense, tandis que son équipe était détenue dans un bâtiment militaire quelques heures avant la prestation de serment de son remplaçant par intérim qui ouvrira bien sûr la voie à une délicate transition. France, Antilles, Guadeloupe nous apprenait que la dengue a tué. Selon le journal, une personne est décédée de la dengue à l'hôpital. L'épidémie a commencé, notait le confrère qui nous affirmait que l'île est confrontée à 3 sérotypes, dont 2 qui n'avaient pas touché la Guadeloupe depuis très longtemps. Et puis on termine par Montréal, où le métro nous disait que Marcel Côté se lance dans la course à la mairie de Montréal. Le confrère nous apprenait qu'il est devenu officiellement mercredi candidat à la mairie de Montréal. Il est à la tête de la coalition pour Montréal qui regroupe des élus de Vision Montréal et des indépendants. Et puis en page 16 et 17, le métro notait un coup d'État du côté de l'Égypte jeudi dernier. On termine cette seconde partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes avec bien sûr la journée de vendredi et le quotidien de la capitale française, le Parisien, dans sa livraison du vendredi qui nous affirmait que l'ex-chef d'État français Nicolas Sarkozy entre en guerre. Selon le journal, le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy va coûter 11 millions d'euros à l'UMP. Furieux, l'ex-président a annoncé sa démission du Conseil constitutionnel pour retrouver sa liberté de parole. Sarkozy épinglé, l'UMP doit payer, pouvait-on lire à la une de Sud-Ouest. Parlant de la présidentielle française de 2012, le journal de Bordeaux-Rive-Gauche nous disait que le Conseil constitutionnel a rejeté les comptes de campagne de l'ex-candidat. Le confrère relevait que l'UMP lance une souscription pour réunir 11 millions d'euros. À ce propos, Libé notait que Sarkozy ruine l'UMP. Selon Libé, le rejet des comptes de la campagne 2012 de l'ex-président prive le parti de près de 11 millions d'euros de dotation publique et laisse l'UMP au bord de la faillite. Le Dauphiné libéré parlait de coups de colère de Sarkozy. Le journal grenoblois écrivait « C'est un camouflet pour Sarkozy ». Les sages ont confirmé le rejet des comptes de campagne présidentielle de l'ancien président candidat UMP en 2012, le privant au remboursement de quelques 10 millions d'euros. Membre du droit du Conseil constitutionnel, il a aussitôt fait savoir qu'il démissionnait de la juridiction suprême, une première pour un ex-chef de l'État en France. Le Figaro confirmait Sarkozy claque la porte du Conseil constitutionnel. Le confrère notait que c'est un coup dur pour l'ancien président de la République et pour l'UMP. Le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi les comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. La décision des sages prive l'ex-candidat UMP du remboursement par l'État de quelques 10 millions d'euros de frais de campagne et risque d'aggraver la situation financière déjà très mauvaise de l'UMP. Le journal relevait que le parti a fait savoir qu'il examinerait la semaine prochaine toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. François Fillon lui a d'ores et déjà demandé de prendre à sa charge les frais du candidat non remboursés. Dans un communiqué publié quelques minutes après la décision, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy a fait savoir que
Devant la gravité de la situation et les conséquences qui en résultent pour l'opposition et la démocratie, il quitte le Conseil constitutionnel afin de retrouver sa liberté de parole. En page 3 du Figaro, la vengeance de Delphine Batho. Le confrère relevait qu'au lendemain de son départ du ministère de l'écologie, Delphine Batho a sévèrement critiqué le gouvernement qu'elle accuse de pratiquer la rigueur sans le dire et de céder au lobbyisme. Page 2 et 3 à l'éditorial, le Figaro indiquait qu'en Égypte, c'est un putsch qui embarrasse les Occidentaux. Nos confrères soulignaient qu'après le rapide coup d'État qui a déposé le président Morsi mercredi, au Caire, Adil Mansour, président intérimaire a prêté serment. L'armée s'est retirée des rues très calmes de la capitale égyptienne alors que les islamistes ont appelé à manifester vendredi contre le coup d'État. Barack Hussein Obama a exprimé sa profonde préoccupation alors que François Hollande estimait que le processus s'est interrompu et qu'il doit reprendre. La Croix, quotidien catholique, parlait d'incertitude égyptienne après le coup d'État militaire intervenu mercredi soir en Égypte. De nombreuses questions demeurent sur l'après-Morsi, notait le journal. Pour l'humanité, c'est la force du peuple en Égypte. Le journal indiquait qu'après le retour de la flamme de la révolution qui a emporté Morsi, l'armée acclamée sait qu'elle reste sous surveillance. En page 2, vous pouviez retrouver le reportage au Caire de Stéphane Auboire. En page 5 du journal fondé par Jean Jaurès, vous deviez trouver en tout cas le réquisitoire de Delphine Batho contre l'austérité. Après son limogeage, elle a dénoncé jeudi lors d'une conférence de presse une capitulation de l'Élysée et de Matignon face à de puissants intérêts financiers. Égypte, l'acte 2 de la révolution, c'était le titre choisi par Le Monde pour indiquer que sous la pression d'un gigantesque mouvement de protestation populaire, le premier président de l'histoire égyptienne, Mohamed Morsi, a été renversé par l'armée. Le Caire a crié sa joie, mais le pays est profondément divisé. Même tonalité pour la Marseillaise qui titrait Égypte, le rideau se lève sur l'acte 2. Le journal phocéen relevait qu'après l'échec du pouvoir islamiste renversé par la mobilisation populaire et l'armée, la révolution égyptienne entre dans une deuxième phase. Le confrère donnait le bilan et notait que le régime des frères musulmans n'a fait qu'aggraver le marasme économique et la misère sociale. Les réformes structurelles sont aujourd'hui urgentes. Le quotidien français de l'économie, Les Échos titraient vendredi « Ces impôts cachés qui flambent ». Le journal notait que 204 taxes ont été affectées aux agences et opérateurs de l'État, une hausse de 68% depuis 2007 pour contourner les contraintes budgétaires selon la Cour des comptes. Les Échos relevaient que le Centre national du cinéma, Agence de l'eau et Chambre de commerce sont aujourd'hui visés. En page 20, les Échos nous apprenaient que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre volent au secours des marchés. Les banques centrales promettent de maintenir leur taux bas longtemps encore. Le PCR au pied du mur, c'était le titre choisi par le quotidien de la Réunion de l'océan Indien. Dans une interview au quotidien, Paul Vergès exposait les enjeux du 8e congrès d'un parti en perte de vitesse. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, revenait sur l'espionnage avec Viviane Reding qui sortait de sa réserve et dont les propos faisaient d'ailleurs la une du journal. Les mêmes droits que les citoyens américains. Les experts européens spécialisés dans le renseignement participeront lundi prochain à Washington avec leurs homologues américains à la première réunion d'un groupe de travail sur les programmes américains de collecte de données et de renseignement, nous apprenait le quotidien dans sa parution de vendredi. France-Guyane nous apprenait que Léon Bertrand, le maire, a été condamné jeudi à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Fort-de-France, mais il reste libre et fait appel de la décision. Le soir, quotidien belge nous donnait le profil du roi. Le 21 juillet prochain, Philippe prêtera serment et deviendra le premier roi des Belges. Question, mais quelle sorte de monarque sera-t-il ? Quelles seront ses priorités ou son style à quelques jours de leur âge ? Eh bien, le soir, vous donnez en tout cas quelques éléments de réponse dans sa parution du vendredi. Même tonalité à la une de l'autre quotidien belge, la Libre Belgique qui titrait « Pouvoirs royaux, les partis trancheront après 2014 ». Eh bien, le quotidien nous apprenait que les partis politiques ne veulent pas ouvrir ce débat maintenant, mais déjà relevait le journal, les positions sont très tranchées du statu quo à la monarchie protocolaire. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que le futur roi divise déjà flamands et wallons. Selon le quotidien, après l'annonce par le roi des Belges Albert II de sa prochaine abdication, les doutes persistent sur les aptitudes de son successeur, son fils Philippe. Une fracture s'est ouverte entre néerlandophones et francophones. Terminons avec le Canada, précisément avec Montréal, où le métro titrait « Le sort de l'îlot voyageur fixé ». Selon le confrère, la première ministre Pauline Marois annoncera, et a annoncé d'ailleurs vendredi, 3 importantes décisions relatives à l'îlot voyageur, dont la vente d'une partie de l'édifice à une compagnie de développement immobilier
canadienne. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de tous les journaux que nous avons choisis pour vous dans cette semaine. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que va s'achever cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, édition bien sûr de ce 6 juillet de l'an de grâce 2013. Il est bien de se quitter pour mieux se retrouver, disait quelqu'un. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.